Bonjour. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une séance concernant la correction des examens. Aujourd'hui, on va essayer de voir la correction de l'examen national du module des sciences du végétal et de l'animal. Et principalement, aujourd'hui, on va traiter un exemple, c'est le cas, l'examen national de la session normale en 2017 pour la partie des sciences végétales. Mais avant d'entamer, bien sûr, la correction, il est préférable que l'élève ait certains renseignements. Principalement, ce sont des consignes concernant ce module ou bien cet examen. Première consigne, c'est-à-dire que, vu que cette discipline elle est constituée en deux parties, sciences du végétal et sciences de l'animal, il est préférable à ce que le candidat ou bien l'élève répond séparément des exercices de la partie des sciences du végétal et ceux de la partie des sciences de l'animal dans des copies distinctes. Ça veut dire que vous avez une copie spécialement pour les sciences du végétal et l'autre pour les sciences de l'animal. Deuxième consigne, il ne faut pas oublier les numéros des questions et plutôt les numéros des réponses. Troisième, il est préférable de ne pas écrire avec les stylos de couleur rouge pour ne pas avoir des confusions. Et bien sûr, quatrième et la dernière, c'est utiliser, dans le cas où il y a des exercices numériques, une calculatrice non programmable. Bien, alors commençons par l'examen. Alors c'était généralement la partie végétale, elle est en deux parties. Exercice 1, concernant 5,5 points. Alors, premier exercice, il s'agit là, vous constatez que le cycle d'une culture. Alors, je lis le texte. Il faut toujours lire attentivement plusieurs fois le texte pour comprendre le contenu. Alors, le fraisier est une culture vivace dont le cycle de végétation nécessite le froid pour l'initiation florale et la bonne production. Au Maroc, la culture de la fraise est pratiquée sous des tunnels plastiques avec un système de fertigation, d'irrigation, contrôlé, optimisant l'utilisation des engrais et de l'eau. Les plantations sont renouvelées chaque année, ce qui permet de mieux contrôler les maladies généralement fongiques. Donc ça, c'est un texte commentaire de cette figure ou bien concernant, c'est une présentation du fraisier. Donc là, vous avez un cycle constaté et certains cycles, parties du cycle sont déjà nommées. Par exemple, ça, fructification, ça c'est la levée, là c'est A. Donc la question, bien sûr, complétez la légende de la figure numéro 1 en indiquant les noms des stades de végétation A et B. Bien sûr, il y a des stades, chaque phase correspond à un nom. Alors, comme réponse, A, c'est la floraison, B, c'est la maturité. Donc, la floraison, là où il y a apparition des fleurs, la maturité, c'est-à-dire la période de récolte. Donc, vous voyez que c'est l'exploitation de cette figure qui va nous permettre de voir, de corriger, ou plutôt de connaître les stades exacts. Deuxième question, définir le cycle de végétation, les maladies fongiques. Alors, comme réponse, pour définition, donc le cycle de végétation, ce n'est pas le cycle des cultures. Le cycle de végétation est une succession de phases de croissance et de développement permettant à un végétal de s'implanter dans un milieu et d'y vivre jusqu'à sa mort. C'est-à-dire depuis le semis, par exemple, de la graine jusqu'à la production de la graine. Donc ça, c'est le cycle de végétation. Ce n'est pas le cycle des cultures. Il ne faut pas les confondre. Deuxième définition, les maladies fongiques. Ce sont les maladies causées par les champignons chez une plante. Ce qu'on appelle, on sait, les maladies cryptogamiques ou ce qu'on appelle également les mycoses.
Troisième, les travaux des sols qui s'effectuent généralement avant la plantation des fraisiers sont un labour, de herçage et un roulage. Question, quels sont les objectifs du labour? Pourquoi on fait le labour? Alors, principalement, quels sont les objectifs du labour? Donner le nom de l'instrument avec lequel réaliser le roulage. Alors, les objectifs, créer des conditions physiques convenables pour le développement ultérieur des cultures. Alors, exemple, ameublir la couche arable et recréer une structure favorable tout en bénéficiant de l'action des agents atmosphériques en vue d'obtenir un lit de semences satisfaisant. Ça veut dire préparer un lit de semences. Intervenir sur l'économie de l'eau en facilitant l'infiltration et l'élimination des excès. Donc là, le but ou bien pourquoi on travaille les sols, parmi ces objectifs, c'est l'économie de l'eau. Et bien sûr, donner le nom de l'instrument avec lequel est réalisé le roulage. Donc le nom, c'est les rouleaux. Bien, donc les rouleaux, ce sont tout simplement des matériels qui servent à tasser le sol pour permettre un bon contact de la graine du semis avec le sol, pour avoir une bonne germination. Par la suite, quatrième, là vous avez soit la figure numéro 2 qui présente le cycle de végétation d'une culture. Là, donnez un titre à cette figure-là. Donc là, généralement, c'est quoi? C'est les périodes, ça c'est les croissances. Donc vous voyez qu'on peut donner plusieurs noms. Parmi ce qu'on propose, c'est par exemple courbe de croissance chez les végétaux, ou autre titre équivalent, ça veut dire la variation par exemple de la croissance en fonction des stades et ainsi de suite. Donc ici c'est la courbe de croissance. Donnez les noms des phases 1 et 4 représentées dans la figure numéro 2. Donc là, vous avez déjà des phases. Alors comme réponse, la phase 1, c'est la phase de latence. La phase 4, c'est la phase de ralentissement. Donc là, c'est la courbe de croissance. Donc vous voyez, là, ça commence. Là, c'est le maximum et ensuite le ralentissement. En quoi consiste la croissance d'une plante? La croissance d'une plante représente l'essentiel de la phase végétative où seuls les organes végétatifs se développent, racines, tiges et feuilles. La croissance se traduit par une augmentation en taille, en surface et en volume. Elle est plus active au début du cycle de végétation. Donc, la croissance, c'est en quelque sorte, c'est quantitatif. C'est la variation soit de volume ou bien de taille, etc. Bien. Donc, généralement, quand on a un type de question de ce genre-là, il faut bien visualiser, donc faire une lecture horizontale et verticale et comprendre de quoi ça veut dire. Il faut quand même exploiter les données qui sont sur la figure. Je continue. Cinquième question. Les acariens, les ennemis de culture, sont des ennemis, donc Tetranucus urticae, donc c'est le nom, sont des ennemis nuisibles par le fraisier. Les recherches ont montré que la lutte intégrée contre ces ravageurs est possible. Cette lutte est basée sur l'utilisation des techniques suivantes. Donc là, le petit texte d'introduction. Alors parfois, il faut faire attention, il y a des mots qui sont soulignés, par exemple, ça veut dire on s'attend à une question dans ce sens. Donc je continue. L'utilisation des plants indemnes d'acariens, ça veut dire des plants qui ne sont pas ou bien qui ne sont pas malades, la bonne maîtrise de l'irrigation et de la fertilisation, l'élimination manuelle des adventices, des mauvaises herbes, le lâcher des prédateurs auxiliaires, l'utilisation d'acaricides. Donc vous voyez que ce sont les techniques qui sont utilisées. Alors, petit a, définir les termes soulignés dans le texte. Voilà, donc les ennemis et les adventices. Alors, comme réponse, définition, les ennemis de culture sont les êtres vivants qui causent des dégâts aux plantes cultivées et en denrées
récoltées. Deuxième définition, les adventices, ce sont les mauvaises herbes, tout simplement, sont des plantes indésirables à l'endroit où elles se trouvent. Deuxième question, voilà, recopier et remplir le tableau numéro 1 suivant en précisant la méthode de lutte correspondant à chaque technique utilisée. Donc là aussi, donc vous avez un tableau, vous avez le numéro de tableau, le titre technique et méthode de lutte contre les acariens. Alors, exemple, l'utilisation des plants, c'est une technique. Là, vous avez un ensemble de techniques ou bien des opérations. Donc, ce qu'il faut souligner dans ce tableau, la méthode de lutte. Donc, on vous a donné ce tableau tout simplement pour vous aider. C'est une question d'organisation, mais on pourra écrire directement le type ou bien la méthode de lutte. Alors, comme réponse, donc là, l'utilisation des plantes indemnes, il est considéré comme prophylaxie. La bonne maîtrise de l'irrigation, c'est une méthode culturelle. L'élimination manuelle des adventices, c'est une méthode culturelle. Le lâcher des prédateurs, la lutte biologique. Et l'utilisation raisonnée d'acaricides. Vous voyez, acaricide, c'est déjà le nom, ça veut dire un produit chimique. Ça veut dire la méthode chimique. Donc, vous voyez que c'est un tableau qui nous a permis de faire une synthèse des méthodes de lutte. Je continue. Sixièmement, la récolte. La récolte des fraises doit être réalisée tôt le matin pour éviter le ramollissement des fruits. C'est-à-dire que, généralement, la récolte s'effectue pendant le matin pour ne pas abîmer les fruits. Il est généralement manuel, avec la main, et peut être mécanisé en utilisant des matériels bien adaptés. Alors, la question, qui exige la récolte manuelle des produits fragiles comme la fraise? Qu'est-ce qu'on demande lorsqu'on a affaire à une récolte des produits qui sont fragiles? Alors, comme réponse, la récolte manuelle exige de la part des récolteurs une certaine habilité nécessaire à la qualité et à leur vitesse d'exécution. Ça veut dire qu'il faut avoir une main-d'œuvre ou bien qui est habile pour faire ce travail, parce que ce sont des produits fragiles. Deuxième question, pourquoi le matériel de récolte des fraises doit-il être bien adapté? Si jamais on utilise la récolte, par exemple, mécanique, pourquoi on doit le régler c'est-à-dire avant, que ce soit la fraise ou bien le blé, etc. Bon, comme réponse, il est indispensable que le matériel de récolte soit bien adapté pour ne pas laisser au champ une partie de la production ou détériorer les produits. Donc, si vous avez un matériel mal réglé, il aura des conséquences négatives sur la récolte. Deuxième exercice, c'est toujours dans la production végétale. Il s'agit ici, comme vous le constatez, les parties du sol. Donc là, vous avez cette figure qui présente les différents oraisons. Première oraison, c'est la terre arable, ça veut dire la partie qui est exploitée ou bien qui est travaillée. Il nous manque la partie A et la partie B. C'est ce qu'on vous demande. Complétez la légende de la figure numéro 3 en indiquant les noms des couches A et des couches B. Alors, comme réponse, ça, A, c'est le sous-sol, B, les bases géologiques ou bien la roche-mère. Deuxième question, ce sont des définitions. Qu'est-ce qu'un sol? Généralement, le sol est défini soit d'une façon agronomique ou bien d'une façon agricole ou bien pédologique. Alors, au sens agricole, le sol constitue un support pour les plantes cultivées. Donc, c'est lui qui va supporter les plantes. Il joue un rôle essentiel dans la nutrition hydrique. Donc, c'est un réservoir aussi bien de l'eau que des éléments nutritifs. Il est le lieu d'une activité biologique qui favorise la biodisponibilité des éléments nutritifs. Donc, c'est le lieu où il y a le développement des micro-organismes qui vont créer, par exemple, des conditions favorables ou bien qui sont des agents directement
dans la transformation, par exemple, de l'azote organique en azote minéral. La ténacité, c'est la cohésion est appréciée au laboratoire. Donc ça, c'est une propriété de sol qui est effectuée au laboratoire. Elle caractérise la résistance des sols à l'action des pièces travaillantes des instruments aratoires. Donc c'est la résistance des sols au matériel de travail des sols. Par exemple, les socs. Par exemple, une terre sableuse se laisse travailler facilement. Par contre, une terre argileuse colle aux outils et s'oppose à leur action. Je continue, toujours la même que exercice 2. Quelle est la source d'éléments minéraux? Alors, comme réponse, les éléments minéraux résultent de la dégradation et de la terration de la roche-mère, bien sûr. Les éléments qu'on trouve, les éléments minéraux, le sable et ainsi de suite, sont les résultats de la dégradation de la roche qui se trouve au-dessus. Quatrième question. En quoi consiste la préparation des sols? La préparation des sols regroupe l'ensemble des opérations ou bien des interventions culturelles faites sur le profil et à la surface des sols à l'aide des différents outils aratoires, ça veut dire la charrue et ainsi de suite, dans le but de créer un environnement favorable à la mise en place des cultures, c'est créer des conditions favorables pour l'installation des racines, etc., et leur développement racinaire. Donc, créer des conditions favorables pour le développement de la plante. Toujours l'exercice, donc numéro 5. Alors là, vous avez cette figure-là. Ça concerne bien sûr avec les différents phénomènes, respiration, photosynthèse, transpiration, nutrition. Donc, donner un titre, plusieurs titres, mais on peut proposer, par exemple, source d'éléments nutritifs de la plante. Donc, ça, c'est-à-dire, ou bien la vie de la plante dans son ambiance, dans son atmosphère, c'est-à-dire le sol ou bien l'atmosphère. Donc, l'essentiel ici, comme vous le constatez, les éléments nutritifs. Donc, ici, c'est la source des éléments nutritifs. Deuxième question, quelles sont les sources d'éléments nutritifs indiquées dans la figure? Alors là, vous avez bien sûr, à partir de cette figure, il y a la source des éléments nutritifs. La plante trouve dans l'air sous forme de gaz carbonique, le carbone et l'oxygène. L'eau prélevée dans le sol fournit l'hydrogène et l'oxygène par le mécanisme chlorophyllien. Donc, l'atmosphère, il y a le carbone et l'oxygène. Dans le sol, il y a de l'eau qui va donner l'oxygène et l'hydrogène. L'azote, pour la plupart des plantes, est prélevé dans le sol sous forme minérale. Donc, l'azote se trouve au niveau des sols. Bien sûr, l'azote, comme nous l'avons vu, c'est normalement, c'est l'azote de l'air, mais il est transformé en azote minéral par les micro-organismes. Les éléments minéraux, le phosphore, le potassium et ainsi de suite, la plus grande partie du soufre et les oligo-éléments provient des sols. Donc, l'essentiel, on donne une idée sur l'origine des principaux éléments nutritifs qui constituent la plante. Ça veut dire l'oxygène, l'hydrogène, donc les éléments nutritifs, l'azote, le phosphore, le potassium. Donc là, vous voyez que cette figure nous donne une idée sur la source des éléments nutritifs. Exercice toujours 2, sixième question. Pour améliorer la qualité des sols, notamment en termes de structure et d'acidité, on effectue les amendements. Donc, nous avons dit que les amendements favorisent l'amélioration des propriétés des sols, notamment la structure. Définir un amendement. Donc, l'amendement est l'apport d'un produit destiné à améliorer la qualité des sols en termes de structure et d'acidité. Donc, l'amendement, c'est tout apport destiné à améliorer, à changer, à améliorer la fertilité des sols. Ça veut dire qu'il faut que le sol soit fertile. Alors, quels sont les rôles des amendements calcaire et magnésium? Parmi ces amendements, il y a les amendements calcaire et magnésium. Alors, quel est leur rôle? Premièrement, les amendements calcaire et magnésium jouent un rôle physique, chimique et biologique. Donc, on va détailler chaque partie. Rôle physique,
ils rendent la structure des sols plus meuble et plus stable. Le sol devient plus meuble, c'est-à-dire facile à travailler et pour la plante facile à développer ses racines. Celle-ci favorise la perméabilité à l'eau et à l'air et facilite le travail des sols et à la pénétration des racines. Deuxième rôle chimique, il régularise le pH du sol et favorise les échanges d'ions. Bien sûr, lorsqu'on ajoute du calcium, le calcium c'est A+, donc là, il y a des réactions chimiques qui vont se faire avec des moins, donc le pH, il va avoir une variation dans le sens positif. Et enfin, le rôle biologique, c'est-à-dire il crée des conditions préférentielles aux micro-organismes des sols, c'est-à-dire mobilité de base échangeable, le pH neutre légèrement acide, bonne aération, et ainsi de suite. Donc, il crée les conditions de développement pour ces micro-organismes. Alors, l'exercice 2, toujours, mais septième. Là, vous avez une figure numéro 5 qui présente les différents éléments. Donc, dans le réservoir sol, pour connaître l'évolution de la réserve en eau effectivement disponible pour une culture et de le calculer en cas de déficit, les quantités d'eau à apporter par irrigation, il faut établir le bilan hydrique. Donc là, vous avez une figure de bilan hydrique. Alors, soit la figure numéro 5 suivante représentant l'environnement hydrique d'une plante. Alors, la question, c'est à partir de la figure numéro 5, préciser la relation qui est entre la RU, la réserve utile, la réserve facilement utilisable et la réserve difficilement utilisable. Donc, vous voyez, c'est très clair. Même la réponse se trouve là. La réserve utile est la somme de ces deux-là. Donc, c'est-à-dire la réserve utile, c'est RFU plus RDU. B. Définir le bilan hydrique d'un sol cultivé. Le bilan hydrique d'un sol cultivé est la comparaison entre les réserves et les apports d'une part et les pertes en eau d'autre part par un système. Donner la formule du déficit pluviométrique, la formule du déficit, c'est la suivante. C'est ETP moins P, où l'ETP, c'est l'évapotranspiration potentielle en millimètres, P, les précipitations ou bien les pluies. Donc, on fait une différence et on peut déduire cette valeur exacte. Voilà, merci et à la prochaine.